Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. C'est très plaisir de vous voir. Bonjour Hélène. Bonjour maître. Nous avons la grande chance et l'honneur d'avoir maître Paul Matonnet avec nous ce soir qui va être un pilier de cette rencontre avec Chantal Samuel David. Alors je vais introduire très très rapidement ce webinaire. Euh, alors, admettre, parce qu'il y a des personnes qui arrivent là. Alors, je ne sais pas comment on clac, clac, clac. On va mettre ça là. Voilà. Clac. Oui. J'utilise les yeux, les mains, tout en même temps. Donc, voilà. Donc oui, bonsoir et bonne année, meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette année. Donc nous démarrons avec un sujet qui est celui du refus des certificats de nationalité française opposés à l'étranger, avec les conséquences voilà, exorbitante du droit commun sur la vie de nos compatriotes. Alors c'est un sujet qui est très sensible, mais c'est un sujet également technique. C'est pour ça que nous avons avec nous ce soir Maître Matonnet et politique également. Donc, je vous propose d'abord de couper, bien sûr, tous vos micros. Si, au fil des interventions à la fois de Chantal et de Maître Matonnet, vous avez des questions qui viennent à votre esprit, vous les inscrivez dans le chat, on pourra les prendre. Et comme nous avons une heure calée, de ne pas pouvoir dépasser, enfin, les questions parfois prennent beaucoup de temps. Quand elles sont écrites, elles sont plus succinctes, plus précises. Et donc, ce qui est important, bien sûr, ce sont les réponses qui vous seront données. Alors aujourd'hui, nous avons un constat, c'est que dans de nombreuses circonscriptions, l'administration consulaire exige de plus en plus fréquemment la présentation d'un CNF dans des procédures qui n'est pourtant pas forcément requis, alors que le CNF n'est qu'une preuve de nationalité parmi d'autres. Et nous observons dans la pratique que malheureusement, son refus est trop souvent traité comme une décision définitive sur la nationalité. Alors, cela peut entraîner de lourdes difficultés administratives et humaines, radiation du registre des Français de l'étranger, retrait d'identité et de voyage, et parfois une remise en cause brutale de l'appartenance à la communauté nationale. Donc, c'est pas simplement aujourd'hui ce qui est en questionné et en cause, c'est pas simplement une interprétation ponctuelle du droit, mais bien une pratique administrative qui est devenue systémique et que j'ai d'ailleurs dénoncé plusieurs fois, puisque chaque année, je dépose le même amendement sans jamais beaucoup, malheureusement, de succès quant à son adoption. Je comprends bien que l'administration n'est pas très à l'aise avec cela, puisque je demande la création d'un indicateur du taux de refus de CNF par poste consulaire, ce qui nous Si, donnerait si. une indication, en effet, de la façon dont certains postes l'utilisent ou en abusent. Et puis, j'ai également posé une question orale sur le sujet. Alors, le 23 juillet 2025, l'arrêt du Conseil d'État est venu rappeler que l'administration consulaire n'est pas en situation de compétence liée face à un refus de CNF et qu'elle doit apprécier concrètement l'existence ou non d'un doute suffisant sur la nationalité française de la personne concernée. Je crois que Maître Matonnet pourra revenir sur ce point qui est un point essentiel. Cette victoire n'aurait pas été possible, bien sûr, sur l'engagement, je veux dire la ténacité de Chantal Samuel David, qui est une de vos collègues, conseillère donc en Inde, qui a accompagné une compatriote sur le temps, un temps très long, en tout cas jusqu'au Conseil d'État, avec l'arrêt qui a été prononcé grâce là aussi à la détermination et surtout aux compétences et aux talents de Maître Matonnet. Donc cet arrêt ne suffira pas à lui seul, puisqu'il faut qu'il soit connu, qu'il soit compris, pleinement appliqué par l'ensemble des postes consulaires. Donc j'avais demandé à la directrice d'envoyer une circulaire au poste suite à cet arrêt. Elle m'avait confirmé l'avoir fait.
Mais elle m'a aussi confirmé que les élus avaient été également destinataires de ce document. Et donc, peut-être que dans le chat, vous pourrez nous confirmer ou nous infirmer si cela a été le cas, parce que si vous êtes en possession de ce document, bien évidemment, si vous êtes confronté à ce genre de situation, cela veut dire que vous avez en main, en fait, le document qui aujourd'hui, eh bien, vous permet de contester ce que le poste consulaire peut être peut-être en position de faire vis-à-vis de certains compatriotes. Donc, donc, dans un premier temps, nous allons avoir Chantal Samuel David qui va revenir en détail sur un dossier. C'est un bel exemple de ce qui s'est passé. Et puis ensuite, Maître Paul Matonnet qui a défendu cette affaire devant le Conseil d'État et qui va apporter un éclairage juridique assez essentiel sur la portée concrète de cet arrêt, sur les enseignements, surtout que nous pouvons en tirer pour l'avenir. Donc, je vous invite à donc, poster vos questions quand vous en avez. Et simplement, je terminerai en vous disant que l'objectif du webinaire, c'est bien de vous outiller, de vous permettre d'agir pour que le droit soit appliqué partout de manière juste, proportionnée et surtout respectueuse des droits de nos compatriotes. Voilà, je passe maintenant la parole à Chantal Samuel David et ensuite à Maître Matonnet. Merci pour votre attention. Voilà. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait? OK. Bonjour à tous. Merci Hélène, merci à Maître aussi de participer à ce webinaire. Et puis bonjour à tous, évidemment. Alors, je vais commencer effectivement par résumer l'affaire qui est arrivée au Conseil d'État en juillet dernier. Et pour des raisons évidentes de confidentialité et de protection de vie privée, j'appellerai la personne qui a fait l'objet de ce jugement Anne-Marie. Comme ça, on ne va pas rentrer dans les détails, hein. Alors, sur sa situation administrative, d'abord, je vais vraiment détailler l'affaire depuis le début. L'affaire a commencé en réalité en 2018, on va dire. Anne-Marie est née à Carical en Inde en 1989. Elle est française parce qu'elle est née d'un père français, lui-même né d'un descendant français des établissements français de l'Inde. À ce titre, comme n'importe quel Français de l'étranger, sa naissance a été enregistrée à l'état civil de Nantes et elle dispose d'un acte de naissance délivré par le SEC. Et pour juste fixer les choses d'un point de vue géographique et historique, Pondichéry et Carical en Inde font partie des 5 comptoirs français qui ont été cédés en Inde à l'Union indienne en 1962 à la suite d'un traité de cession qui est daté de 1956. Alors, Anne-Marie, à part son acte de naissance, elle est inscrite depuis 2012 au registre des Français de l'étranger de Pondichéry et à sa majorité, elle est automatiquement inscrite sur la liste électorale consulaire, toujours à Pondichéry. Elle a régulièrement voté, du coup, à tous les scrutins et sa carte consulaire a été renouvelée naturellement tous les 5 ans. Et son père, quant à lui, il disposait d'un passeport, il était également inscrit au registre des Français de l'étranger et il avait un certificat de nationalité française. Mais comme vous le savez, le certificat de nationalité française ne concerne que l'intéressé et pas la descendance ou le reste de la famille. Et en fait, les ennuis pour Anne-Marie commencent lorsqu'elle va faire enregistrer son mariage au consulat. Quelque chose de totalement anodin pour tout le monde, sauf ici. Et c'est à ce moment-là qu'on lui indique qu'elle ne peut pas obtenir l'enregistrement de son mariage si elle ne dispose pas d'un certificat de nationalité française. On est en 2014. Donc c'est typiquement le genre de situation où on n'a pas besoin d'un CNF. Mais voilà, c'est là qu'on lui demande un CNF. Et c'est là que commence le parcours du combattant pour réunir des pièces d'état civil qui datent d'une époque où la conservation des archives en Inde, de toute façon, était totalement aléatoire, et encore plus lorsqu'il s'agit des archives coloniales. Et par-dessus le marché, on est dans un pays où l'état civil à l'époque, et encore un peu aujourd'hui, n'a pas du tout la même importance que celle qu'elle a en France. Donc, on lui demandait des actes de naissance de grands-parents, d'arrière-grands-parents, parfois qui dataient de 1874 ou du tout début du siècle. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène que rencontrent beaucoup de nos compatriotes dès qu'ils ont affaire à, ils ont besoin de produire un CNF de toute façon. Bref, en 2018, elle reçoit un refus de certificat de nationalité française parce que certains actes, comme l'acte de naissance de son arrière-grand-père, ne sont pas disponibles ou pas exploitables dans les archives.
mais elle dispose quand même d'autres éléments comme des actes de décès, des actes de mariage et des choses comme ça. Bon, en 2018, elle a son refus de CNF et entre 2018 et 2020, il ne se passe strictement rien. Un peu inquiète quand même parce qu'elle voudrait bien faire enregistrer son mariage. Elle s'adresse à des avocats, mais sans succès. Et il faut ajouter à cela que Anne-Marie, elle vient d'une famille très très pauvre. Moi, j'ai fait sa connaissance début 2020, alors que je n'étais pas encore élue. Mais j'avais déjà un petit peu l'habitude, disons, du tribunal administratif parce que, en tant que représentante de parents d'élèves, j'avais déjà eu à accompagner des familles dans des affaires de bourses scolaires. Et je l'ai mise en contact avec des avocats en France et il était convenu avec ces avocats que le mieux, c'était qu'elle fasse une déclaration, une action déclaratoire, à savoir demander au tribunal judiciaire de la déclarer française. Mais il restait un gros souci, c'est qu'il fallait que la famille trouve des fonds pour payer l'avocat. Donc on en était là. Et en 2020, c'est là que les choses se précipitent. Elle reçoit une lettre du consulat disant que suite au refus de CNF de 2018, la condition de nationalité n'est plus remplie et que par conséquent, le consulat envisageait de prendre deux mesures, la radiation de la liste électorale consulaire et la radiation du registre des Français de l'étranger. Bon, on a commencé par contester la radiation de la liste électorale. Alors, je l'accompagne pour faire un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de contrôle des listes électorales dans les délais prévus par la loi. À l'époque, je n'étais pas encore élue et je demande d'assister en tant que simple citoyenne à la commission de contrôle, ce qui m'est refusé pour cause de Covid. Parce qu'effectivement, en Inde, on est en train de... Le Covid commençait à ce moment-là et c'était quand même assez fort. L'intéressé demande aussi à y assister en visioconférence, mais cela lui est aussi refusé. Bon, là, c'est un peu plus douteux, mais voilà. Mais après lecture des mémoires qu'on avait envoyées, la commission de contrôle a quand même retenu les arguments qu'on avait donnés sur sa nationalité et elle annule la décision de la consul de la radier de la liste électorale. Bon, du coup, l'ambassadeur n'a pas fait appel de cette décision au TJ et par conséquence, Anne-Marie était réinscrite sur la LEC. Et elle l'est toujours d'ailleurs. Bon, là, c'est la fin de l'histoire pour le contentieux électoral. Elle est inscrite sur la liste électorale et tous les ans, je vérifie, et puis à chaque élection, je la revois. Donc, tous les ans, je vérifie qu'elle est bien sur la liste électorale, qu'ils ne m'ont pas fait le, qu'ils m'ont pas fait une suppression un peu intempestive, hein. Bon, pour la radiation du registre des Français de l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est devenu plus compliqué. Anne-Marie a d'abord fait un recours hiérarchique à l'ambassadeur en mentionnant tous les éléments de possession d'État qu'elle avait, l'acte de naissance, tous les certificats de recensement qu'elle avait aussi, mais aussi en évoquant toutes les conséquences qu'avait le refus de CNF et la radiation du registre. Parce que sans inscription au registre, impossible pour elle de déposer une demande de bourse scolaire pour inscrire ses enfants au lycée français, ou encore de bénéficier de l'aide du consulat pendant le Covid. Le consulat avait mis en place des aides, pas seulement euh, euh, financières, en fait, aussi sanitaires et tout au niveau des Français, et sa famille ne pouvait même pas en bénéficier. Le consulat, à la suite du recours hiérarchique, il s'est contenté de réaffirmer que du fait qu'il y avait un refus de CNF, il devait la radier du registre et qu'il ne pouvait rien faire d'autre, mais sans jamais parler des arguments, sans jamais parler des arguments qu'elle présentait, ni même les contester, ni rien de tout. Donc en 2021, finalement, Anne-Marie dépose sa première requête au tribunal administratif de Paris pour faire annuler la décision de radiation du registre en demandant l'aide juridictionnelle. L'affaire arrive en audience en janvier 2023, à savoir 2 ans plus tard, et le tribunal rejette sa requête. Elle fait de nouveau appel en avril 2023 à la Cour d'appel administratif de Paris, et la Cour d'appel rejette de nouveau sa requête. Là, c'était un peu le coup de massue pour tout le monde, pour nous en tout cas ici, parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Je trouvais qu'on avait de bons arguments pour plein de raisons. Mais finalement, ce qui m'a poussé à ce moment-là, il y a plusieurs facteurs qui m'ont poussé à ce moment-là à convaincre Anne-Marie d'aller quand même en Conseil d'État. Et on va dire que c'est vraiment une coïncidence. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en même temps. La première des raisons, c'est que là, j'étais élue. Et une fois que j'étais élue, j'ai vu arriver à ma permanence des familles entières, parfois de 6, 7 personnes, des mères avec des enfants, enfin, une mère qui avait un refus de CNF et du coup, tous les autres enfants étaient bloqués. Et à qui on faisait des demandes de retrait de titre. Passeport, CNI à tout le monde, les enfants, les parents, enfin tout le monde. Sinon, c'était des refus de renouvellement de titre de passeport.
voilà, de passeport, alors qu'elles avaient toujours été françaises, qu'elles avaient eu une CNI depuis leur naissance et tout. Et dans ce cas, et ce qui me surprenait toujours, c'est que c'était toujours des refus verbaux. Je n'avais jamais de demande de refus écrit. Alors, il faut aussi savoir autre chose, c'est qu'en Inde, nous, on n'a pas la double nationalité. On est français, indien ou d'une autre nationalité, mais on ne peut pas avoir de double nationalité. De fait, ces personnes se retrouvaient non seulement apatrides, hein, mais ça c'est un autre processus, mais par-dessus le marché en situation irrégulière, sans compter tous les autres aspects que je vous ai donnés, toutes les conséquences que ça a en tant que citoyenne française à l'étranger. Alors, je pense notamment à une personne qui était pilote d'avion, qu'il est toujours, hein, et qui était terriblement angoissée à l'idée qu'on refuse de lui renouveler son passeport à l'expiration, parce que c'est ce qui était arrivé à toutes ses sœurs. Et dans ce cas, cela signifiait pour lui qu'il ne pouvait plus travailler. Et mes interventions au niveau du poste consulaire, j'ai dû faire 3 notes très détaillées sur chaque famille pour qui j'avais des refus de CNF avec dans ces genres de situations. Aucune réponse. Je ne sais plus combien de notes j'ai dû faire, j'ai dû en faire plein. Bon, après, ce n'était pas du temps perdu parce que ça m'a permis d'aller plus vite au théâtre. Mais ce qui me troublait aussi beaucoup quand j'entendais à la fois le poste et les familles, c'est que le CNF était pour eux un jugement de nationalité, ce qui était manifestement pas le cas. Et c'est ce qu'on disait aux familles au guichet, et elles en étaient sincèrement persuadées, en fait. Et autre chose qui me troublait aussi, toujours dans ce genre de situation, c'est que dans la plupart des cas, c'était le poste qui demandait un CNF, souvent pour des raisons totalement absurdes. Je ne sais même pas pourquoi les gens le font quand on vous le demande. Il y en a une, par exemple, à qui on a dit, maintenant que tu as 18 ans, il faut que tu demandes un CNF. Il n'y avait aucune raison. Et c'était aller dans le mur de façon évidente. Et bon, après, je ne peux pas mettre la faute tout sur le poste parce qu'en réalité, je sais aussi qu'à Pondichéry, on a l'habitude, c'est même une tradition d'aller demander un CNF pour un oui, pour un non. Et enfin, tout le monde faisait ça. Même ma mère, lorsqu'on a 18 ans, elle nous a demandé un CNF à tous, hein. Tous mes frères et sœurs, on a eu un CNF parce que ma mère le demandait, elle disait, il faut que tu aies ça. Ça fait partie un peu des traditions. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Et en plus, à l'époque, on l'obtenait quand même très facilement. Bon, la deuxième raison, c'est que j'ai eu l'occasion à ce moment-là, à partir du moment où j'étais élue, d'aller souvent à la FE, enfin j'allais chaque fois que je pouvais, et de rencontrer d'autres CDFE. Et là, je me suis rendu compte que la situation était beaucoup plus répandue que je le croyais. Au départ, je pensais qu'il n'y avait que Pondichéry à qui ça arrivait, mais en réalité, non, je me suis rendu compte que ça arrivait un peu partout dans, dans le monde. Et aussi que la plupart des gens considéraient aussi le CNF comme un jugement de nationalité. Et enfin, la troisième chose, et c'est ça qui m'a vraiment décidé à aller jusqu'au Conseil d'État, c'est que 15 jours avant la décision de la Cour d'appel dans mon dossier, le Conseil d'État venait de juger une affaire à peu près similaire en référé et pour des personnes qui vivaient en France. Anne-Marie n'a pas eu de chance parce que sa décision de CAA est arrivée 15 jours après ce premier arrêt du Conseil d'État en référé. Mais la CAA n'avait pas eu le temps de prendre connaissance de cet arrêt et qui allait pourtant, et il a rendu son arrêt qui allait dans le sens complètement contraire au Conseil d'État. Et moi-même, je l'ai appris, je crois, 15 jours après d'avoir eu l'arrêt du Conseil d'appel, enfin de la Cour d'appel. Bon, à ce stade, du coup, je me suis mise à chercher un avocat pour prendre cette affaire. Et c'est là qu'Hélène m'a parlé du cabinet de Sevaux-Matonnet, qu'elle nous a mis en contact avec Maître Matonnet. Et comme par hasard, et c'est là que je dis que les coïncidences sont vraiment heureuses parfois, c'était le cabinet qui avait gagné le référé en octobre 2023. Et là, je me suis dit, bon, ben, on a une bonne chance d'y arriver. C'est une affaire, enfin, voilà, l'affaire est en de bonnes mains. C'est des gens qui connaissent déjà ce genre de situation. J'ai eu l'occasion par la suite de discuter avec Maître Bagné, avec du cabinet Soro Matinée. Et je me suis dit que, bon, là, enfin, je commençais à reprendre espoir, tout en me disant que, bon, quand on va au tribunal, on n'est jamais garanti à 100% d'obtenir ce qu'on veut. Mais voilà, on avait fait ce qu'on pouvait. Et voilà où nous en sommes, enfin où nous en étions donc. Et je vais maintenant passer la parole à Maître Matonnet, qui a pris donc en charge cette affaire au Conseil d'État pour donner un éclairage plus juridique dans cette affaire. Maître, là, je vous montre. Merci. Merci pour cette invitation. Lorsque nous avons été saisis par
Pour le dossier de Anne-Marie, nous avons évidemment tout de suite fait le lien avec la décision que nous avions obtenue auparavant du 10 octobre 2023 du Conseil d'État dont il vient d'être question. Et l'enjeu qui se présentait à nous, c'était donc de savoir si la solution que nous avions obtenue dans un contentieux qui portait sur la restitution des documents d'identité pouvait être transposée dans d'autres domaines, et notamment sur une radiation d'une inscription sur les registres des Français de l'étranger. Alors, cette affaire, cette première affaire qui a donné lieu à la décision du Conseil d'État du 10 octobre 2023 concernait un Français qui réside au Royaume-Uni, qui avait obtenu des documents d'identité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, mais qui depuis avait fait une demande de CNF et qui avait essuyé un refus de délivrance, à la suite de quoi le préfet des Bouches-du-Rhône avait d'office décidé de la restitution des documents d'identité. Il en avait informé la personne concernée, qui avait aussitôt fait un recours en annulation devant le tribunal administratif, mais également un référé. Référé qui lui permet d'obtenir une décision d'un juge assez rapidement, 2 mois après, mais une décision défavorable. Et la décision du juge des référés consistait à rejeter les moyens, en tout cas à considérer qu'aucun moyen n'était de nature à faire naître un doute sérieux. Et ces moyens étaient dirigés contre la décision du préfet en tant qu'elle faisait état exclusivement d'un refus de délivrance du certificat de nationalité française. C'est-à-dire que nous avons un préfet qui se bornait à tirer les conséquences d'un refus de délivrance et une administration qui, devant le tribunal, devant le juge des référés, faisait valoir qu'à partir du moment où il y avait un refus de délivrance du certificat de nationalité, que c'est un refus qui est décidé par l'autorité du judiciaire, qui est la compétente en matière de nationalité, et que notre client n'avait pas contesté, n'avait pas fait de recours contre cette décision, eh bien, l'administration était tenue de tirer les conséquences. Alors, nous avons fait un pourvoi en cassation et ce que nous avons dit, c'est la chose suivante. D'abord, nous avons rappelé que l'administration ne peut, en tout cas qu'il a été jugé, que s'agissant de la délivrance des documents d'identité et des renouvellements des documents d'identité, l'administration doit examiner si la personne concernée produit les pièces qui sont requises par les textes réglementaires, qui sont les décrets de 55 pour la carte nationale d'identité et un décret de 2005 pour le passeport, qu'elle n'est pas en situation de compétence liée au regard de ces pièces, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoirement tenue de considérer que l'identité de la personne est établie et que sa nationalité française est établie, qu'elle doit les apprécier, mais que d'un autre côté, elle ne dispose pas non plus d'un pouvoir discrétionnaire, en ce sens qu'elle ne peut refuser la délivrance des documents, donc elle ne peut considérer que les conditions ne sont pas établies que si il existe un doute suffisant. Il faut que l'administration fasse état d'un doute suffisant et le Conseil d'État rappelle que ce doute suffisant, l'administration l'apprécie sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. C'est-à-dire qu'en cas de recours, le juge de l'excès de pouvoir est là pour vérifier si ce doute suffisant était caractérisé. Et puis, ce que nous avons dit également, c'est que si les textes réglementaires en question précisent les pièces qui doivent être produites par le requérant, et si cette liste fait figurer en dernier le certificat de nationalité française, pour autant, ce certificat de nationalité française n'est qu'un instrument de preuve et son refus de délivrance n'impose aucune décision déterminée de la part de l'administration. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'un certificat de nationalité française? Il faut partir de l'article 30 du Code civil qui pose le principe que la preuve de la nationalité incombe à celui qui se prévaut de cette nationalité française, mais qui prévoit également son deuxième alinéa qu'un certificat de nationalité française fait la preuve de cette nationalité. Ce n'est pas une preuve irréfutable, c'est une preuve qui peut être renversée, et d'ailleurs on le voit dans les contentieux de contestation ou d'action déclaratoire en nationalité, que lorsqu'un CNF est produit, c'est au parquet alors d'apporter la preuve
qu'il ne fait pas la preuve de la nationalité, soit parce qu'il a été rendu sur des éléments qui étaient incomplets, qui étaient falsifiés, enfin bref, qu'il a un raisonnement différent que celui qui a été retenu par l'auteur de ce certificat pourrait être retenu. Mais ce certificat de nationalité n'est qu'un instrument de preuve. C'est-à-dire que lorsqu'il est délivré, il y a une preuve simple qui peut être renversée de la nationalité française. La circonstance qui n'est pas été délivrée n'a aucune incidence, ne fait la preuve de rien. Ouais. Et ceci indépendamment du point de savoir si un recours a pu être exercé. Donc même la décision définitive de ne pas délivrer un certificat de nationalité n'a aucune incidence. Elle a en tout cas pour seule conséquence que celui qui l'a demandé n'a pas le moyen de preuve qu'il espérait obtenir. Et le Conseil d'État nous a suivis dans cette direction en considérant que là où le préfet se considérait en compétence liée par la décision du greffe de ne pas délivrer un certificat de nationalité française, il lui appartenait au contraire d'abord d'apprécier s'il existe un doute suffisant, ce qui est incompatible avec l'idée d'une compétence liée, d'autre part d'apprécier au regard des justificatifs présentés par la personne concernée, et en précisant que le Conseil d'État précisant que le certificat de nationalité n'est qu'un moyen de preuve, n'est que l'un des moyens de preuve de la nationalité, de sorte que le fait qu'il soit absent ne peut pas faire obstacle à ce que la personne puisse prouver sa nationalité par d'autres moyens. Alors, c'était donc une décision importante, qui ne règle pas tout, parce que d'abord, il suffit à l'administration, en présence d'une information sur laquelle un refus de délivrance d'un CNF a été opposé, de motiver sa décision pour montrer, pour faire croire qu'elle n'est pas en compétence liée, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas estimée tenue par le refus de délivrance. Par exemple, elle pourra s'approprier les motifs du refus de délivrance, du certificat de nationalité, pour montrer que c'est d'elle-même qu'elle a apprécié qu'il existait un doute suffisant. Donc, j'ai vu passer depuis les dossiers dans lesquels nous avons estimé qu'il n'y avait pas matière à contester la décision, en tout cas pour ce qui me concernait, à contester les décisions juridictionnelles rendues, parce que la décision montrait simplement qu'il y avait une appréciation de la part de l'administration et que la contestation portait alors uniquement sur le doute suffisant. Cela étant, c'est quand même une décision qui est importante puisqu'elle évite que l'administration procède de manière discrétionnaire en mettant de côté, enfin plutôt pas en mettant de côté, mais en retirant des documents d'identité à tous ceux qui ont eu le malheur de faire une démarche auprès du greffe pour un CNF et qui ont essuyé un refus et qui se verraient alors, le temps que leur recours contre le refus de délivrance ou le temps que leur action déclaratoire de nationalité française soit jugée, privés d'un certain nombre de droits attachés à la nationalité française, dont le premier est la délivrance de documents tels que la carte nationale d'identité ou le passeport. Il y a un vrai enjeu pour que nos concitoyens ne soient pas à la faveur d'une erreur d'un greffe, qui n'est pas un juge, placés dans une situation de sous-citoyen dans lequel on considérerait que, bien sûr, leur extranéité n'est pas démontrée, parce que tant qu'il n'y a pas de décision judiciaire qui le constate, mais qu'en attendant, on ne retient pas qu'ils ne sont pas français, mais en revanche, ils se verraient privés d'accès à un certain nombre de droits, à un certain nombre de services, faute de pouvoir avoir tous les documents d'identité nécessaires ou autres formalités administratives nécessaires. Alors, le dossier de Anne-Marie donc, a posé la question de savoir si cette solution pouvait être transposée. Ça a été le cas donc, par la décision que le Conseil d'État a rendue en 2025, qui était donc une très bonne nouvelle, puisque le Conseil d'État a exactement reproduit le raisonnement qu'il avait tenu dans l'arrêt
qu'il a rendu en 2023. L'affaire d'Anne-Marie concernait, on vous l'a dit, l'inscription à un registre des Français de l'étranger. Vous connaissez le texte, un décret de 2003 qui prévoit qu'effectivement, il peut y avoir une radiation, sans préciser les conditions. L'autorité consulaire avait estimé que le refus de délivrance lui imposait de procéder à la radiation, comme si le refus de délivrance du CNF faisait la preuve d'une absence de nationalité. Et le Conseil d'État a de nouveau jugé que, d'une part, l'autorité consulaire doit apprécier s'il existe un doute suffisant, ce qui est incompatible avec cette compétence liée. D'autre part, elle doit le faire au regard des pièces qui sont produites devant elle. Et enfin, le certificat de nationalité n'est qu'un instrument de preuve parmi d'autres. Son absence n'a pas de conséquence sur l'existence ou non de la nationalité, c'est plutôt sa présence qui peut avoir une conséquence. Donc, c'est une décision qui, j'espère, sera très utile pour tous ceux qui ont des formalités nécessaires à réaliser et qui sont exposés à un risque de décision défavorable. Elle est intéressante car non seulement elle confirme la décision de 2023, mais comme vous l'aurez compris, elle la transpose dans d'autres situations. Et si jamais nous avons la même situation qui se rencontre de nouveau, c'est-à-dire l'administration qui refuse un droit, la délivrance d'un document, à raison de ce que la nationalité ne serait pas établie, toujours cette idée de doute suffisant sous le contrôle du juge, qui doit être apprécié au regard des éléments présentés, sans qu'on puisse tirer de l'absence de CNF ou d'un refus de délivrance la quelconque conséquence qui lierait l'administration. On peut imaginer d'autres exemples, comme l'inscription sur les listes électorales, mais cette fois-ci, ce serait le juge judiciaire, ou peut-être d'autres formalités encore. Bien évidemment, la question va se poser maintenant de savoir, parce que comme je le disais tout à l'heure, cette jurisprudence ne règle pas tout. L'administration a toujours le pouvoir de considérer qu'il existe un doute suffisant en s'appropriant les motifs du refus de délivrance du CNF ou tout autre motif. Et la question qui se pose alors, c'est quel est le contrôle qu'exerce le juge sur le doute suffisant, puisque la personne qui se ferait refuser, donc, par exemple, radier d'une inscription comme Anne-Marie, de deux choses l'une, où on décèle dans la décision attaquée une compétence liée et auquel cas on peut obtenir l'annulation, soit on ne décèle pas de compétences liées, il y a bien eu une appréciation de doute suffisant et c'est cette appréciation qu'il convient de contester devant le juge administratif ou le juge judiciaire selon la nature de la décision attaquée et par suite selon la compétence du juge concerné. Et jusqu'ici, alors, j'ai regardé la jurisprudence depuis le premier webinaire d'hier, le juge administratif considère qu'il exerce un contrôle normal. Il ne tombe pas dans l'idée selon laquelle le doute suffisant est une notion tellement floue, tellement souple qu'il manifesterait une marge d'appréciation de l'administration qui imposerait un certain recul du contrôle du juge. Il retient plutôt, certainement à raison de l'enjeu de la question, que c'est au contraire un contrôle entier qu'il faut exercer, donc que le juge se met à la place de l'administration pour apprécier si, au vu des documents qui ont été produits devant elle, il y avait un doute suffisant ou non qui pouvait être retenu. J'ai pu constater également que dans une affaire qui avait donné lieu à une intervention du juge judiciaire, puisque ça va porter sur l'inscription sur les listes électorales, le juge judiciaire procédait aussi à un contrôle entier. Donc cette jurisprudence ne règle pas tout, mais elle est quand même utile pour toutes les situations dans lesquelles certains de nos concitoyens sont placés à raison d'un refus de délivrance d'un CNF qui serait infondé. Elle ne règle pas tout, mais je crois que la leçon à tirer de tout ça, c'est que c'est l'action collective, la circulation de l'information, la mobilisation et le croisement des compétences qui permet de faire avancer les choses et d'obtenir des outils utiles.